Bonjour professeur Dortiguier, bonjour Michael. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons aborder un Oui. sujet très vaste qui est l'Institut Tavistock. Donc pour faire une brève introduction, je vais juste présenter ce qu'est l'Institut Tavistock. Donc il a été tout d'abord créé en 1920 par Arthur Russell, marquis de Tavistock, qui lui au départ avait créé la clinique, qui fut un département psychologique de l'armée britannique qui permettait d'étudier les traumatismes qui ont été causés durant cette première guerre sur les soldats. Et l'Institut Tavistock a été créé, lui, en 1947, et qui est en fait la clinique qui a évolué en institut, qui a été financée, bien entendu, par Rockefeller. Oui. Donc cet institut, il deviendra au fur et à mesure de son évolution la mère de tous les think tanks. C'est un institut, on y pratique la reprogrammation de l'esprit. Alors c'est vrai que le terme peut sembler un peu abusif, mais il est vrai qu'il s'y produisait du MK Ultra, du mind control, qui consistait à provoquer des chocs et des traumatismes afin de voir comment réagissaient les personnes et de les reprogrammer ensuite pour qu'ils agissent comme on le souhaitait réellement. Et en parallèle aussi, il y a aussi l'ingénierie sociale. Alors l'ingénierie sociale, on va dire qu'elle est un peu plus soft, parce qu'elle désigne l'art de manipuler les esprits et les comportements par des techniques qu'utilisent bien sûr les gouvernements. Hein. Les gouvernements créent, on est en plein dedans, des crises qui provoquent bien sûr de la peur au sein des populations. Oui. Et ces populations ouvrent leur esprit justement et deviennent plus disponibles à être reprogrammées ou programmées. Donc moi maintenant je vais m'arrêter là, je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser développer le sujet. Merci. Oh bien. Écoute, merci bien, Mézi. Oui. Est-ce que, Michael, vous aviez donc déjà, disons, prêté attention à l'Institut Tavistock, vous connaissiez cela quand même ou alors est-ce que c'est une nouveauté pour vous? Non, quand même Eh pas. bien, non, c'est pas tout à fait une nouveauté. J'en ai entendu parler il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Oui. J'en ai entendu parler, bon, d'une manière assez rapide. Oui. Et puis, comment dire, j'avais en quelques images, entre guillemets, compris à peu près de quoi il en retournait. Mais il s'avère donc quand Mécénat m'a proposé donc qu'on fasse un audio sur ça, je me suis renseigné plus activement, on va dire, et il s'avère que c'est quelque chose de très très vaste en fait. Il y a l'Institut Tavistock, et puis il y a aussi une clinique, et puis des tas d'instituts, et comment dire, c'est un sujet comment, pour pas paraître ridicule, qui pousse vraiment au complotisme, comme on appelle aujourd'hui. Ce mot qui est utilisé aujourd'hui de complotisme, de conspirationnisme, ben, je trouve qu'il est très bien représenté là-dedans, même si c'est pas vraiment un complot, puisque ça reste quand même assez officiel. Disons qu'on peut trouver des sources très facilement, des informations très facilement. Donc, bon, c'est pas vraiment du complotisme en réalité. Oui, je vous pose cette question parce que sur l'intérêt ou la connaissance que vous pouviez en avoir, parce que j'ai appris cette existence du Tavistock assez récemment, dans les années 2010-2013, par un homme beaucoup plus jeune que moi, qui avait travaillé à Toulouse, et donc qui était venu ici, il m'avait aidé à déménager une bibliothèque, tout cela, et je l'avais suivi. C'est un institut que l'on ne, enfin, disons, dont on ne parlait pas beaucoup dans les années 60, 70, mais nous connaissions quelque chose qui s'appelait la dynamique de groupe. Et il faut dire que pour voir le rapport avec le Tavistock Institute, c'est que le titre exact, vous savez, je l'ai sous les yeux en anglais, là, c'est d'une revue de l'Institut, hein, que vous trouvez sur Internet. Vous faites the Tavistock Institute of Human Relations, et vous avez donc, c'est le titre complet, vous avez des comptes rendus de conférences et d'activités annuelles
dans le monde. Et là, j'ai sous les yeux, par exemple, euh, cet institut donc, de relations humaines. Alors, dynamique de groupe, pourquoi j'ai parlé de dynamique de groupe? Parce que vous savez que tiré de la psychologie, on appelle ça la psychologie de la forme. C'est un mot ancien, l'allemand c'était Gestalt, et alors les Allemands avaient depuis très longtemps, depuis Goethe, tout cela, depuis le XVIIIe siècle, mis en évidence des formes vivantes qui étaient en somme des sortes des manières de surmonter, pardon, le chaos, le désordre. C'est-à-dire, c'était une force qui prend forme. C'est pas une forme parmi d'autres, mais une force qui prend forme. Goethe l'avait vu en biologie et autres. Et on a fait, j'ai un de mes maîtres, disons que je n'ai pas connu, mais c'est celui sur lequel j'avais présenté un gros travail, qui était le professeur von Ehrenfels, dont le fils est devenu musulman, d'ailleurs, avec le sentiment du père. Le fils était né en 1900, et lui avait créé ce qu'on appelle la psychologie de la forme. Et c'est bien sûr, dans un sens esthétique aussi, est un wagnérien, autre. C'était un homme de l'aristocratie, disons, on pourrait dire aristocratie artisanale, parce que aristocratie fermière, puisque les Allemands et les Autrichiens forment le même peuple, évidemment, ont beaucoup anobli des gens de la campagne, des gens des travailleurs, hein, ou des poètes, des musiciens, etc. Alors, disons que en 1913, il y a eu un professeur à Prague, bon, qui appartenait pas à la même communauté, si je vais être discret, que le professeur Fels, mais qui lui a prétendu être le véritable créateur et a donné, à mon avis, les bases qu'on appelait de cette étude des relations humaines. Alors, relations humaines, c'est-à-dire l'organisation des relations humaines à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des totalités. Vous voyez, on appelle totalité, c'est-à-dire des gens qui ont un but commun, vous voyez, qui forment un tout, qui forment ce qu'on appelle vraiment une communauté. Alors, ceci s'est développé beaucoup entre les deux guerres, et surtout après la guerre, mais entre les deux guerres, avec Kurt Lewin qui était attendez, je mets la chose, qui était Kurt Lewin, qui était Un donc, psychologue. un psychologue, oui, et il gérait les conflits à l'intérieur des entreprises et dans les sociétés humaines. C'est-à-dire qu'il faisait s'exprimer par une sorte de psychologie des profondeurs, c'est-à-dire qu'il faisait appel à la psychanalyse, vous voyez, mais une psychanalyse active, vous voyez, une psychanalyse de groupe. Et alors, c'est ce que vous voyez aujourd'hui lui-même a participé donc au Tavistock Institute, a été invité à travailler, puis après il a travaillé aux États-Unis. Alors là-dedans, il s'agissait de faire apparaître des conflits et de faire en sorte que les gens, non pas résolvent les conflits, mais disons s'habituent à des conflits permanents, à des conflits minima, si vous voulez, et que le propre d'une société, d'une direction d'entreprise, par exemple, c'était non pas de résoudre des conflits selon la parole, mais de maintenir une certaine instabilité pour employer un mot, pour surfer à la surface, voyez-vous. C'est-à-dire pour mettre les gens dans un certain état d'inquiétude, supportable cependant, vous voyez, et en disant qu'il ne s'agit pas de parler en disant son propre avis, mais de parler en fonction du rôle ou du visage que nous avons aux yeux d'autrui. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple un patron, eh bien, vous ne parlez pas de l'entreprise comme telle, mais vous parlez en tenant compte uniquement de l'idée que les gens se font de vous. Alors évidemment, c'était habitué à une certaine hypocrisie, si vous voulez, c'est-à-dire à un jeu. Et alors, une vie d'entreprise consistait justement à gérer des conflits que l'on faisait surgir à l'occasion de ces réunions, voyez-vous. C'est-à-dire que les gens se considéraient entre eux comme étant des gens en conflit possible. Je ne dis pas des conflits non irréels, mais des conflits qui étaient capables de se développer et qu'il fallait simplement maintenir à un degré acceptable, mais toujours avec une image de conflit, voyez-vous. Moi, je veux dire que
vous allez être surpris peut-être que je donne cet exemple-là, je l'ai compris un peu en Chine, quand j'étais en Chine en 66 avec la révolution culturelle. C'est-à-dire qu'on parlait, j'entendais les gens parler. Bon, je ne donnerai pas la composition du groupe parce que là, j'en ai pour 100 ans de prison, bien sûr. Mais disons que je voyais très bien que c'était un peu ce que j'ai retrouvé par la suite, c'est-à-dire qu'on ne savait pas très bien de quoi on avait parlé, voyez, mais après la conversation, des décisions étaient prises de se retrouver et disons qu'on continuait ainsi à gérer un conflit mi-réel, mi-fictif, c'est-à-dire mi-réel, mi-potentiel. Mais on s'habituait à voir autrui, à voir l'autre, quoi, disons, comme on parle, enfin, des camarades, disons, les co-arbeiters, comment on dit, les ouvriers, enfin ceux qui travaillent avec vous, comme des gens sur lesquels on ne pouvait pas compter entièrement. C'est-à-dire qu'il y avait la culture de la méfiance et en même temps, on habituait les gens aussi à une nouveauté un peu stupéfiante. C'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à tout moment à une sorte de coup de théâtre. Je veux dire que cette atmosphère-là avait été aussi en Allemagne, après la guerre de 1914, avait été, ça vous le connaissez mieux bien sûr, mais introduite par cette manière d'agir, voyez, par un millionnaire, un fils de millionnaire plutôt, à l'époque, le millionnaire avait plus d'importance qu'aujourd'hui, bien sûr, allemand, allemand entre guillemets ou sans guillemets, comme vous voulez, enfin d'Amérique du Sud, c'était Félix Weil, et Félix Weil voulait, disons, adapter la société à suivre un nouveau type de régime politique qui était représenté selon lui comme, disons, dont l'esquisse avait été présentée par la République des Conseils, ce qu'on appelle la République des Soviets, si vous voulez, à Berlin, donc en Allemagne, mais surtout à Berlin, en 1918-19, voyez. Et alors, c'est devenu par la suite, vous savez, ce qu'on appelait, il a formé un institut de marxisme. Je parle donc, c'est bien avant le Tavistock. Mais vous allez les retrouver, ces gens-là, dans le Tavistock Institute. Ce sont comment vous dire, des organisateurs de dynamique. Et je dois dire que, évidemment, quand l'Allemagne, enfin, je ne vais pas faire l'histoire de l'Allemagne, mais disons qu'à un moment donné, disons, vous comprendrez bien, bon, ces gens-là ont immigré aux États-Unis, ils ont formé un institut de sociologie avec, comment il s'appelle, Marcuse, des gens comme ça. Marcuse, je l'ai connu aussi à Paris, mais en 65. Et bon, il nous avait viré avec un copain parce qu'on était trop fort. Enfin, je sais pas, ils avaient fait un truc sur Hegel, sur le philosophe Hegel, et puis il y avait tous ces types avec des casquettes vissées sur la tête, les vestes de cuir, etc. C'était rue Monsieur le Prince, vous voyez, près du. Et alors, bon, j'ai compris que ce n'était pas l'intellect qui l'intéressait, enfin, les choses intellectuelles, mais c'était donner des arguments à des groupes pour pouvoir maintenir leur influence sur d'autres groupes moins instruits. Ça, c'est très important. C'est-à-dire apprendre à gérer des conflits que l'on provoque soi-même, mais des conflits toujours tenus à l'état, si je puis dire, minimal. Évidemment que c'est comme une chaleur, vous la maintenez en état minimal pour ne pas qu'elle vous suffoque, voyez-vous. Et c'est cette sorte on peut dire, si vous voulez, si j'étais bachelier, je dirais que c'était l'homme est un loup pour l'homme. Enfin, c'est un peu la formule, vous savez, qu'on disait ça, anglaise, enfin, tirée des anciens. Mais il y avait un peu cette idée-là. Et je peux vous donner un exemple du Tavistock Institute. Donc, on a dit of Human Relations. C'est un institut, en fait, de relations humaines qui porte le nom de cette organisation dont vous avez dit, mais si, en effet, très bien elle reposait aussi sur des organismes, des cliniques, des choses comme ça. Mais j'ai sous les yeux, par exemple, ce journal. C'est une feuille, disons, que vous pouvez tirer sur, comment on appelle, imprimer. Et donc, vous avez de 2017, et le titre lui-même est un programme, c'est-à-dire que
il porte sur donc, le Tavistock Institute of Human Relations in China, hein, donc en Chine en 2017. Alors, vous avez donc là-bas, comme vous le savez, un régime communiste, très communiste, enfin, communiste, oui, qui est, bon, qui se présente, d'après les photos que vous en avez, comme des gens très sérieux, très, très rigoureux, etc. Bon, et en fait, quand vous lisez très bien les choses, cet institut se propose d'éduquer les Chinois. Il dit d'ailleurs qu'il a envoyé des gens là-bas, qu'ils ont fait des essais, des essais réussis, pour enlever aux Chinois l'idée du conservatisme qu'ils ont hérité de la morale de Confucius, voyez, c'est-à-dire ne plus obéir à un maître, ne plus reconnaître l'existence d'une tradition, vous savez, très, très solide, très droite, un peu ce qu'on retrouve aussi au Japon. Et alors, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il propose autre chose, mais il propose des discussions indéfinies, voyez-vous, sur le rôle, toujours les mêmes mots, le rôle que je joue dans la société, sur la relative instabilité de ma position. C'était très important, ceci. C'est-à-dire que ces instituts ne veulent pas procurer à quelqu'un une situation. Par exemple, bon, je travaille pour une situation, j'apprends un métier, bon, je l'exerce, bien non. Cette situation est toujours remise, si je puis dire, en question, ou tout au moins, on apprend à la ressentir comme menacée si je ne, non pas si je suis SUS, si je suis un groupe, mais si je ne suis pas attentif également à la présence d'autres personnes dans des groupes déterminés et clos. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il parle d'une société ouverte, vous savez, mais en fait, cette société ouverte, ça c'est Soros qui le fait aussi, oui, mais elle ne marche qu'avec des gens qui sont en circuit fermé. Alors vous allez me dire, c'est la maçonnerie, oui, si vous voulez, on peut dire que c'est une sorte de développement, mais de développement que je dirais plus terroriste. Et cet exemple de la Chine, quand même, ils disent même dans l'article qu'ils veulent remettre en question, enfin, d'après leur chronologie, 2400 ans de tradition, etc., 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 etc. C'était la même chose, si vous permettez que je parle de la Chine encore, c'est la même chose que j'entendais au moment après la Révolution culturelle, quand je suis venu en France, où on disait qu'il fallait remettre en cause la morale de Confucius, etc., etc., que Confucius était ceci, était un homme trop rigide, etc., etc. C'était assez comique d'entendre ça de la part de gens qui étaient eux-mêmes, disons, assez féroces. Que j'ai vu là-bas, enfin, j'ai vu j'ai vu des gens jeter des pierres sur, comme vous l'avez vu, Mézi, dans un article que j'ai écrit de souvenirs. J'ai vu une femme qui était lapidée, oui, par des jeunes gens avec les volets fermés autour. Bon, c'est ce qu'on appelle une terreur. Hein. Et je voyais ces gens qui s'accusaient mutuellement d'être contre-révolutionnaires. En fait, on avait affaire, en effet, déjà à un jeu de rôle dans lequel personne n'était véritablement capable de donner l'identité de la personne à laquelle il parlait, avec laquelle il parlait. C'est-à-dire que ce n'était pas un ami, aveuglément un ami, ce n'était pas non plus ouvertement un ennemi, c'est quelqu'un qui était entre les deux. Je veux dire par là, je conclurai là-dessus, que cette Tavistock Institute for Human Relations apprend à gérer et à produire et à reproduire, à maintenir l'instabilité des relations. Voyez-vous? Et ça, je dois dire que c'est étudié. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que on veut simplement que les gens aient conscience de leur fragilité. Non pas conscience seulement, mais on veut les rendre fragiles. Oui, on veut cultiver, si je puis dire, leur sentiment leur ambition, c'est-à-dire si vous vous sentez, disons, fragilisé, vous cherchez des relations, c'est le cas de le dire. Vous cherchez, disons, des appuis. Et donc, ce n'est pas le métier lui-même qui importe. Le métier n'est le métier lui-même ne peut, selon vous, être solide, être sérieux, que si justement vous entretenez, disons, ces groupes, si vous vous présentez devant eux, si avec eux-mêmes, vous ne devenez pas des juges d'autrui, voyez-vous? C'est-à-dire ce sont
Au fond, c'est un peu ce que faisaient les anciennes cellules communistes, hein, c'est vrai. Mais là, c'est, disons, présenté avec tout un appareil psychologique, un appareil remarquable, et ils font ça dans le monde entier. Le prochain, cette année, c'est à Leicester, vous savez, qui est une ville, on dirait, pluriethnique, oui, enfin, il y a 30 000 Polonais, c'est pas ça qui fait la pluralité. Vous avez des Indiens, vous avez beaucoup de choses comme ça, Oui, des Pakistanais, et c'est là qu'ils font leur principal congrès, justement, toujours sur le même thème, hein, sur le thème de l'organisation de groupes. Et finalement, je dirais, si je peux encore conclure, qu'il s'agit là d'une diminution, pas destruction, parce que ça serait impossible, mais d'une diminution de la personnalité, d'une diminution également de la sûreté que pourrait provoquer l'idée de totalité, d'une belle totalité, etc., c'est-à-dire d'un monde dont la projection est visible, simple, vous voyez. Non, il s'agit de cultiver une certaine insécurité, hein, toujours minimale, hein, et toujours de remettre en question ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit n'est pas quelque chose de conclu, voyez-vous. On ne dit pas, voilà, nous avons décidé telle et telle chose. Nous avons décidé, si je puis dire, enfin d'un paradoxe, hein, on a décidé de se revoir. C'est-à-dire que nous n'existons que parce que nous sommes en relation, c'est-à-dire que nous recevons des mots d'ordre, évidemment. Ça, c'est une chose, voyez-vous. C'est-à-dire qu'une situation, ils apprennent à la renverser, à la rendre, à la faire sentir comme instable. C'est comme ça que je verrais, disons, ce Tavistock Institute. Ce n'est pas une vision du monde, c'est pas simplement une croyance, comme dans les sectes, ou dans les sectes dans le bon sens aussi. Quand vous suivez une doctrine, vous êtes un sectaire, puisque c'est la racine du verbe sequor, je suis, hein, un sectateur, bien sûr. Ça n'a rien de péjoratif. Mais là, il ne s'agit pas de suivre un modèle déjà compréhensible. Il s'agit de prétendre inventer des modèles en sachant que la construction elle-même n'est pas solide. La construction demande à être remise toujours en question, voyez-vous. C'est une sorte de culture je dis, de l'instabilité, de l'inquiétude. Un Voilà. chaos perpétuel, en fait, parce Oui, que voilà. Oui, voilà. Lucien Cerise, oui, Lucien Cerise avait écrit Gouverné par le chaos, et il expliquait qu'en fait, le chaos n'était plus l'ennemi des classes dirigeantes, finalement, c'était devenu une stratégie. Stratégie. C'est une stratégie qui est liée Oui, au oui. pouvoir, finalement. Vous savez, c'est exactement ce que, pardon, c'est exactement ce que signifie la formule ordo ab chaos. Hein. Ordo ab chaos, L'ordre à exact. partir du chaos. Non. L'ordre à partir du chaos. Exact. Ça, c'est l'ordre en réalité, c'est ce que disait le philosophe Ehrenfeld dont j'ai parlé, dont le fils était musulman. C'est le premier musulman européen que j'ai connu d'ailleurs. C'était quand il m'a vu, il m'a dit Ich bin ein Mohammedaner. Hein, et il a été on a dit qu'il avait lutté contre ceci. En fait, il a été prisonnier des Anglais pendant 3 ans dans un camp britannique, dans un camp indien. Bon, son père donc avait fait une cosmogonie, c'est-à-dire écrit une cosmogonie, c'est-à-dire un ouvrage sur la naissance du monde, la création du monde, hein. Création perpétuelle d'ailleurs du monde. Et il disait que le chaos était une limite et que cette limite ne pouvait, parce qu'il était chaotique, elle ne pouvait pas s'étendre. Et il fallait qu'elle fasse appel à un ordre. Et que l'ordre, à ce moment-là, on pouvait dire que oui, que l'ordre vient du chaos, dans la mesure où l'ordre doit dominer le chaos. Tandis que là, cette formule latine qui est toujours simple, qui est toujours et ça signifie que l'ordre est sur un chaos contrôlé. C'est-à-dire un chaos que l'on ne pousse pas jusqu'au bout. C'est un chaos, si je puis dire, domestiqué, relatif, un chaos qui est en réalité une manière d'affaiblir, évidemment, les gens qui vivent dans l'élément, vous voyez. Dans la musique, vous l'avez, par exemple, ceci, donc cet exemple, ça me vient à l'esprit parce que la personne était wagnérienne, était élève de Bruckner aussi. Dans la musique wagnérienne, par exemple, vous avez à un moment donné une certaine évanescence des notes. Vous avez le sentiment que les notes se brouillent. Et tout d'un coup, vous avez une note qui intervient, dans Beethoven, vous avez aussi une note qui réorganise le tout, c'est-à-dire qui rassemble ce qui nous semble épars. Ça, là on peut dire ordo ab chaos. Oui, si on veut.
Mais disons que la formule est l'ordre n'est pas venu du chaos, quand même, l'ordre a dominé le chaos. Le chaos s'est incliné devant l'ordre. Voilà. Vous voyez? Mhm. Bon, ça, c'est très différent. Oui, Mais la oui, formule. c'est l'inverse en réalité, puisque Voilà, ce que vous nous développez depuis tout à l'heure, ce n'est pas que un ordre vient du chaos, mais c'est que le chaos en lui-même est un ordre. voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que le chaos lui-même est un ordre. Voilà. Exactement. Exactement, c'est ça. Et c'est tout à fait différent, évidemment, même de la formule. Voyez-vous? De ce Oui. que pourrait signifier la formule. La formule a ses deux sens, mais le sens dans lequel on le prend. Vous savez, les formules latines, en général, quand elles sont bien frappées, ce sont des formules latines ou autres, enfin, c'est des formules anciennes. Disons, elles sont passées, disons, au crible de l'expérience. Tandis que là, quelque chose d'un peu énigmatique, enfin, quand même, une formule quand même, là, on dit qu'on cultive un chaos perpétuel. C'est un chaos perpétuel, voilà. Un chaos. Qui est un chaos justement pour ceux qui sont dans ce chaos, alors Ah que oui, les pas, personnes qui œuvrent, oui, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à non, la perpétuation de ce chaos, pour ces personnes-là, finalement, ce chaos est un ordre, c'est ça. puisque c'est un chaos entre guillemets contrôlé. C'est un chaos contrôlé. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un chaos contrôlé. Je dois dire qu'elles-mêmes, celles qui font cela, pour reprendre, pour pousser dans votre sens, je dirais que elles sont elles-mêmes, disons, d'une nature qui ne peut pas sortir du chaotique en réalité, voyez-vous. C'est-à-dire qu'elles font croire qu'on invente quelque chose, qu'on va créer quelque chose, qu'on va faire ceci, mais en réalité, on ne le fait pas. C'est-à-dire que c'est une duperie en somme, voyez-vous. C'est comme. Mais alors, il l'emporte par la lassitude. Hein. Et à chaque fois, bien sûr, en jouant sur le jeu en jouant sur les générations, eh bien évidemment, ils essaient d'abord d'avoir des générations plus courtes qu'avant et de faire en sorte que une génération, évidemment, supplante l'autre, efface l'autre, voyez-vous, et soit, disons, vive dans une sorte de, je ne dis pas de tremblement perpétuel, mais dans une inquiétude. De Une... travail infini, une espèce de travail infini Eh, finalement où ouais, il n'y a pas de résultat. D'habitude, quand on travaille non, pour un non, résultat. Alors que là, le résultat est de travailler. voilà, et là, il n'y a même pas d'échec ou d'erreur ou d'échec ou de succès. Là, le résultat, c'est de continuer. Continuer de travailler, vous continuez de vivre ainsi, ce qu'on appelle un travail, d'ailleurs qui est le même terme, vous savez, bon, c'est diminué, c'est le job, etc., etc. C'est un travail c'est un travail qui n'est pas, dont on ne voit pas le modèle parfait, parce qu'il n'existe pas. Oui, écoutez, pour dire les choses très simplement, c'est comme on disait dans l'Antiquité. Enfin, on voit une chose, mais on n'a pas l'idée de la chose, on n'a pas la perfection de la chose. Voilà. Euh, alors ça se voit bien sûr dans le, dans l'enseignement des sciences même. Hein. Je veux dire à un niveau, j'entends un niveau scolaire, hein, niveau scolaire ou étudiant, même on vous dit oui, il y a telle chose, mais enfin ceci est une, il faut pas le prendre exactement au sérieux. C'est une manière de parler. C'est ceci. Bon, on insiste beaucoup. Quand on ne sait plus dire quelque chose, on insiste qu'on dit que c'est la mécanique des quantas. Vous voyez, bon, c'est-à-dire que on vous sort une formule mais en fait qui vous empêche de définir exactement le phénomène auquel vous avez affaire. Bon, et on multiplie d'ailleurs les publications. Ça, je crois que c'est également une attitude de, mon Dieu, je suis embêté une attitude une attitude de ce groupe. On multiplie, disons, les informations, on multiplie les revues, on multiplie les congrès, les choses comme ça, pour, si je puis dire, noyer le poisson. C'est-à-dire que on discute, on parle d'une chose, mais euh, c'est au détriment des conditions qui permettent de connaître quelque chose, justement. Je dois dire que moi, j'ai assisté à quelques congrès, il y en a qui étaient bons, oui, mais d'autres qui étaient vraiment, les plus que j'ai connus, c'était des congrès où on sortait un peu irrité, insatisfait, et finalement démobilisé. Et je crois que c'est en fait, ce sont des désorganisateurs, si vous voyez ces gens-là. Des désorganisateurs, non pas complets, intégraux, mais je crois que leur attitude ne peut, ça c'est encore une considération morale, une autre conclusion morale,
leur attitude va favoriser une certaine anarchie, va créer une certaine anarchie, c'est-à-dire une absence de perception du commandement, et donc, disons, affaiblira la société, et naturellement, la nature elle-même, qui est quand même celle qui nous soutient, la nature, par une certaine violence, balayera tout cela. Voyez-vous? Oui, bien sûr. C'est une violence individuelle, mais il est possible qu'il y ait une violence générale qui emporte ceci, que ce soit sous une forme quelconque, que ce soit une forme de guerre, une forme de ceci ou de cela. Je pense que, en tout cas, cet institut joue avec le feu, parce que, il désorganise les sociétés dans lesquelles il se trouve, ne donne pas réellement n'a pas de solution à donner, parce que toute solution impliquerait une stabilité et une vérification du bien fondé. Donc, ils ne font que promettre, si vous voulez. Le chaos perpétuel permet aussi de justifier les actions du pouvoir. C'est-à-dire qu'on justifie chaque acte en réponse à un chaos précédent. Et Oui, c'est continuel, c'est perpétuel. Et c'est un enchaînement, il y a un enchaînement. Par rapport à un chaos précédent, on justifie le voilà. chaos principal, et puis après, et on vous dit de vous attendre à quelque chose d'autre, Voilà. donc qui va avaler le passé en même temps. Oui. Parce que les jeunes gens, je veux dire, la jeunesse, c'est celle qui travaille, qui est exposée le plus au devenir, hein, eh bien, elle va se retrouver à chaque fois devant quelque chose qu'on va lui dire d'ahurissant, non préparé, et par là même, elle sera soumise. Voilà. Et alors, ce que vous avez dit tout à fait au début, ça c'est l'actualité de maintenant. L'actualité Oui. est plus aiguë, mais c'est la peur, des choses comme ça, oui, la peur, la crainte, la dépression, enfin tout ce que vous voulez. Là, on assiste à une dépression collective, hein, par exemple. C'est facile à voir. Mais des tendances suicidaires aussi, enfin tout ça, tout ça, ben, est-ce qu'il y a eu, par exemple, on parle de la société anglaise, là, du Tavistock Institute for Human Relations, donc, mais je dois dire que la psychiatrie en Angleterre est très développée, la psychiatrie de l'enfant, partout, mais enfin, je les trouve quelquefois dans les publications assez sérieuses, empiriques, si vous voulez, d'après le tempérament britannique, assez proche de l'expérience. Et ils ont, par exemple, je le signale ici, c'est pour ne pas, disons, simplement que le Tavistock Institute tâche entièrement la Grande-Bretagne, entache la Grande-Bretagne, mais j'ai toujours remercié les Anglais d'avoir pas la psychiatrie, la pédiatrie anglaise, d'avoir éliminé la psychanalyse de ces études, vous voyez. C'est elle qui a les premières attaques contre la psychanalyse ont été portées par cette pédiatrie anglaise, et en fait par un Allemand, je me rappelle de lui, qui est un juif allemand, du reste qui était très nationaliste, je l'avais vu à Munich, et à Passau, il avait bien expliqué, effectivement, il y a eu tellement de résultats dans cette affaire-là que beaucoup de gens, d'enfants qui avaient été déformés, etc. Et il y a eu des réactions empiriques. Je crois que comment dire, ce Tavistock Institute pourrait être aussi à usage extérieur, si je puis dire, c'est-à-dire davantage à usage extérieur aux pays européens. Je pense que, par exemple, j'ai donné l'exemple de la Chine, hein, mais je crois que, également de l'Inde, parce que dans cet article de 2017, il parlait également de ce qu'ils avaient fait dans l'Inde de l'Est, bon, et ainsi de suite. Donc, c'est une manière de faire qui ne peut s'adresser qu'à des sociétés assez affaiblies. Je dois dire, la France, par exemple, on est quand même assez affaiblie. Pour certains côtés, il y a une baisse de l'instruction, Vous savez, malheureusement, la France a toujours été plutôt un pays à une élite, bien sûr. C'est ce que dit Giroudou, il y a 200 000 personnes en France qui sont cultivées. Maintenant, il y a peut-être davantage, mais le reste du peuple n'est pas du tout cultivé. Il n'y a pas d'effort de la part des instituteurs, des choses comme ça. Ce qu'on appelle en allemand le Volkslehrer, c'est-à-dire l'instructeur du peuple. Tout ceci nous expose beaucoup à des sortes de bavardages dans les
que vous pouvez connaître, mais dans les entreprises et autres, y compris même dans les universités. C'est une chose qui est épouvantable, hein, une chose qui est épouvantable. Mais je crois que c'est à usage également, ce serait dans l'impérialisme britannique, ça serait à usage extérieur, oui. Alors évidemment, vous avez des pays qui sont opposés à cela, qui peuvent bien sûr s'en sortir. Je pense un peu à la Corée, que j'ai connu un peu par des films, des choses comme ça, qu'on m'a dit, un peu le Japon aussi, quand même, qui a des structures fortes, structures familiales également, mais structures également structures collectives, disons, assez fortes. Et malheureusement, des pays intermédiaires, pays comme intermédiaires, je ne peux pas les citer, parce qu'enfin, l'Indonésie, des choses comme ça, qui sont un ventre mou, si je puis dire, davantage peuvent être évidemment, disons, absorbés par cela. Je vois même l'Espagne, que je connais un peu aussi, me semble être très influencée par ces manières en apparence libertaires de parler, qui en réalité sont des manières très autocratiques et qui imposent, n'est pas, qui font que les gens tremblent devant une organisation et sont instruits par ces organisations, je parle du Tavistock Institute, à ne pas avoir confiance en elles-mêmes. Voilà. Parce qu'il y a bien sûr, on peut dire, il ne faut pas être orgueilleux, je sais bien, il faut quand même être sûr de soi. Il faut quand même apprendre à être certain de ce que l'on fait, et là, non pas à imposer, mais à proposer. Et là, je crois que ces dynamiques de groupe dont j'ai parlé sont justement démobilisatrices et en fait cultivent ce que l'inquiétude, le divertissement, si vous voulez parler comme Pascal, comme notre cher Pascal dans la littérature, cultive un divertissement et bien sûr, disons, empêche les gens de comprendre qu'ils vont vers un cataclysme, évidemment. Mais ce cataclysme est mondial, cette entreprise est mondiale quand même. Mais je vous ai donné l'exemple par la Chine. Je vous ai dit, je reprends encore, ils veulent véritablement remplacer, ils le disent dans ce journal que j'ai sous les yeux, ils veulent vraiment substituer à la morale confucéenne, substituer, disons, une nouvelle morale, une nouvelle manière de voir le monde, disons. Oui, c'est-à-dire une manière instable. Voilà. Et puis les peuples ayant régressé intellectuellement, ils vont forcément se réfugier dans cette matrice et l'accepter oui, voilà, c'est ça. sans même y réfléchir. Voilà, ceux qui ont régressé intellectuellement, ils vont trouver bien sûr un abri. Ils vont penser trouver un abri, en effet, Mécénat, tout à fait, là, et c'est pour ça que je dis qu'ils ont quand même devant eux quand même de grands espaces. Hein. Ah oui, de grands espaces. Alors évidemment, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a des pays que je connais, mais enfin, je crois qu'ils le font en Amérique latine, bien sûr, ils le font partout. Hein. Pour la dynamique de groupe, c'est tout à fait. On appelle ça dynamic field theory, c'est-à-dire la théorie dynamique du champ. On considère, voyez-vous, que les gens dans un espace sont comme des objets dans un champ physique. Et donc, alors évidemment, ce champ physique est tout à fait arbitraire, évidemment. On dit qu'il y a des lignes de force, mais ce n'est pas pour cela qu'il y a une ligne générale. Or, tout le monde sait que dans un champ de force, il y a forcément, bien sûr, une ligne générale, évidemment. Autrement, il n'y aurait pas de mouvement. Mais l'instruction étant baissant, l'instruction, disons, dans les lycées, une instruction qui baisse, une baisse organisée, bien sûr. Cette baisse organisée aussi, mais ici, c'est une baisse qui est faite par des gens qui sont eux-mêmes, j'entends les exécutants, hein, formés à des... Oui, bien sûr. Quand ils vont dans les comment appelle-t-on ça, donc les académies. Moi, j'ai une amie, par exemple, une amie qui m'était présentée comme ça, une connaissance, disons, dont les parents étaient en partie iraniens. Elle m'a raconté ce qu'elle faisait à l'éducation nationale, des personnes du 7e arrondissement. Donc, vous voyez un peu le genre. Et leur elle était enthousiaste, elle dit, vous savez, on s'occupe de gens qui sont ceci, qui sont cela, qui sont... Je dis oui, mais enfin, est-ce que vous leur enseignez vraiment quelque chose? Mais il ne s'agit pas d'enseigner, il m'a dit, il s'agit simplement de les rendre présents, de sentir qu'ils sont présents, de sentir qu'ils sont... J'ai dit oui, moi, je me sens présent aussi le matin quand je me réveille. Je veux savoir où je vais, je veux savoir le devenir.
elle m'a regardé, et vous savez, même, elle m'avait dit, vous savez, monsieur, nous faisons même des mathématiques en philo. Bon. Ben, ils font ça en France, je dis, depuis Descartes et Leibniz. Alors, je me suis dit, vous avez eu Leibniz? Elle m'a dit non. Ah bon, je dis, ah ben écoutez, vous êtes encore trop jeune. Bon, ben, elle était avec un sa tête. Alors, les hommes qui étaient des Iraniens à côté, qui avaient des Iraniens à côté, se sont mis à rire, quoi. Ben oui, c'est une personne qui est quand même, elle est contente de voir, de pouvoir présenter des gens qui sont handicapés, c'est-à-dire des infirmes, enfin, mentaux, Oui. infirmes mentaux, hein, à des gens qui sont comme ceci. Bon, vous savez, le fait qu'ils puissent se connaître, c'est bon. J'ai dit, c'est bon à quoi? Enfin, Oui, mais ils sont dans la bienveillance, ils ont l'impression de vivre à travers leur bienveillance. Et, voilà, ils vivent à travers la bienveillance, voilà, et ainsi de suite. Puis, alors, j'ai vu donc, c'est une personne qui doit avoir à peu près dans les 35 ans, par là, 35 ans. J'ai vu ça comme une sorte de génération, mais qui était un produit donc de ce qui avait été mis en place. Vous voyez, oui, oui. je parle de génération comme étant comme dans un continu, quoi, ce qui est le résultat de ce qui précède, quoi. Oui, tout à fait. Je dois dire que j'avais un prof, je ne le dis pas publiquement, mais j'avais présenté mon travail sur mon auteur autrichien, enfin d'Autriche, quoi, disons, qui était. Les Autrichiens en avaient honte parce qu'ils disaient je suis allemand, je suis allemand. Bon, enfin, bon, évidemment, c'est évident quand vous voyez. Et il m'avait dit, Tortiguet, faites ceci, faites ça. J'ai dit non, maître, je dis, il faut faire. On s'appelait maître, hein, une habitude des classes de préparation. Non, maître, je dis, parce qu'il y a ça et ça qu'il faut faire. Et il y a beaucoup de mathématiques là-dedans, donc il faut le faire. Et à ce moment-là, il se met à exploser. Il est mort maintenant, Dieu son âme. Et il se met à exploser. Il dit, mais quand même, il dit, quel dommage, il dit que je n'ai pas pu vous faire une analyse. C'est-à-dire, il voulait m'analyser. Non, j'ai dit, j'ai échappé à cela. J'y ai échappé. Et voilà. Et donc, des gens qui ont été analysés, parce qu'il y a un peu de cela aussi dans l'analyse. Hein. C'est assez proche de la psychanalyse quand même. Mais psychanalyse de groupe, si je puis dire. Vous voyez, psychanalyse adaptée à l'industrie. Tandis que la psychanalyse ordinaire, une psychanalyse individuelle, disons, c'est l'équivalent on peut dire, oui, c'est l'équivalent du diable, tout ça, bon, très bien. Enfin, c'est l'équivalent un peu de la confession, l'équivalent de l'entretien spirituel, quoi. Maintenant, on appelle ça du coaching. Enfin, en entreprise, c'est le coaching, c'est le mot de coach voilà. que j'ai vu apparaître, disons, naître. Oui, c'est ça. C'est le coaching, c'est le coaching, oui, c'est le coaching. Bon, et tiens, oui, la jeune dame là, me dit ça, le coach, oui. Oui, ben voilà. Coach, j'avais le cerveau qui travaillait vite, ça. Oui, voilà, le coach, oui. Non, c'est une, disons, je vous conseille, et je conseille à ceux qui peuvent nous écouter, de regarder, donc, ils font The Tavistock Institute for Human Relations, et ils ont donc une série de conférences qui va de 2000, attendez, je regarde ça, qui va de 2020, donc cette année, en commençant en 2011, 2010, 2009, 2008, voilà. Donc, vous avez chaque année donc, un reportage, vous avez des documents qu'on dise que ce n'est pas, que nous disons, n'est pas une théorie conspirationniste. En fait, que signifie conspirer? Conspirer, d'abord, ça signifie d'être, il y a le terme cum en latin, c'est-à-dire donc d'être plusieurs, de se réunir pour produire un résultat. Bon. Et un résultat, bien sûr, qui ne soit pas un résultat honorable, bien sûr. Ou alors, bien sûr, ça peut être une conspiration pour faire tomber un tyran, etc. Mais enfin, disons que, la question à poser, est-ce qu'il y a un but poursuivi dans ces organisations, par ces organisations et dans ces organisations? Oui, bien sûr. On veut créer un certain état d'esprit. Donc, il y a une conspiration. Alors, évidemment, les gens sont hystériques maintenant, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas à ce que le mot désigne, ils réfléchissent au mot. Ils entendent conspirationniste. Conspirationniste a une nouvelle définition aujourd'hui. Hein. Conspirationniste, c'est quelqu'un qui réfléchit. Oui, c'est voilà, c'est réfléchir. un nom de réflexion intellectuelle, le mot était un peu péjoratif. Mais là, maintenant, c'est un conspirationniste, oui. Et puis, oui, voilà. Et voilà, et oui, non. Autrement, non, vous avez. Non, je ne sais pas, vous avez donc d'autres choses à. Enfin, d'autres considérations à avoir peut-être là-dessus?
Mais en fait, le Tavistock aussi agit d'un point de vue culturel, c'est-à-dire qu'avec la musique et le cinéma, on réussit à faire passer des messages qui ont quand même modifié la population en général, donc notamment le cinéma américain qui fait passer énormément de modèles, donc de messages, parce qu'on a quand même été Oui, très oui, bien inspiré sûr. par le cinéma américain. La musique aussi, parce Oui, que bon, malgré tout, lorsqu'on peut prendre par exemple Woodstock, qui a été un oui, événement c'est très bon planétaire, exemple. c'est un excellent exemple qui, Mhm. indépendamment de la musique, hein, je pense qu'il y avait Non, non, aussi comme comme phénomène phénomène, hein, je de pense que c'était rassemblement dit improvisé, dit et chacun, ouais, improvisé chacun et croyait y aller de lui-même, que c'était, alors qu'en réalité, c'était organisé, c'était bien encadré, sûr. c'était mené. C'était bien sûr que c'était mené. C'était, je me rappelle fort bien, oui, c'est un des événements que je trouve personnellement de ma vie passée, disons, considérant l'histoire, comme un événement important, une marque importante. Oui, j'ai toujours eu des images de ces réunions, cette réunion-là, oui. Et maintenant, quand il y a eu en politique, vous avez eu comment on appelle, des tentatives, bien sûr. C'est-à-dire que, euh, comment vous dire, je pense que les tentatives, disons, subversives, enfin subversives, tous les désordres Mhm. organisés, comme on dit, tous les désordres organisés dans ce siècle, sont venus de méthodes qui ressemblent à celles du Tavistock. C'est-à-dire que les gens se rassemblaient, ne savaient pas très bien de quoi ils parlaient, et ensuite, le problème, c'est qu'ils étaient simplement encadrés. C'est-à-dire qu'ils prenaient l'habitude d'obéir à des mots d'ordre, à recevoir des mots d'ordre, et qu'ils admettaient parce qu'ils le voyaient reçu par autrui. C'est toujours pareil, c'est comme quelqu'un qui croit, qui, qui, qui croit comprendre quelque chose parce qu'il estime souvent abusivement que le voisin l'a compris. Et non, pas du tout. Ce sont des mots qui font avancer, des mots, disons, qui ont une certaine réalité, bien sûr, mais qui ne sont pas entièrement définissables. Et dans l'enseignement, par exemple, je sais qu'on donne des mots aux enfants aujourd'hui et on demande leur réaction. Alors qu'autrefois, quand on donnait un mot, on donnait sa définition, Oui, il fallait qu'il ait du sens. qui avait du sens. Voilà. Alors, Mm. on ne signale pas évidemment la manière d'apprendre la musique, évidemment, qui a changé. Mm. Ça, vous le savez bien, vous savez, avec, oui, avec le musicien de la maison là, que vous avez. Ah là là, à qui nous souhaitons bonne chance, bien sûr. Eh bien, je crois que c'est ça qui est effectivement ce monde-là qui va user les générations précocement. C'est ça que je crains, que je crois. Euh, les gens vont se fatiguer parce que justement, ce qu'on leur donne n'est pas quelque chose de raisonnable. Ils ne vont pas du tout apprendre à juger par eux-mêmes d'après des critères. Ils n'auront pas de critères. Ils Donc, n'ont pas d'évolution naturelle en fait, parce non, que voilà, pas d'évolution naturelle, donc pas de continuité, si vous voulez. exactement. Il n'y aura pas de continuité. Je le vois avec les enfants de mes amis. Hein. Euh, Mhm. D'ailleurs, je me rappelle une d'elles enfin, qui me disait une fille avait 12 ans, 13 ans, vous l'avez appris, et sa maîtresse lui avait dit de ne pas parler aux adultes. Vous voyez, non, pas du tout pour des questions de morale, c'est bien, mais questions d'intellectualité, qu'il fallait qu'elle ne parle qu'à des enfants de son âge, c'est-à-dire à des enfants qui, justement, auraient besoin qu'on leur parle. C'est pas deux ignorants ou deux demi-savants qui vont s'instruire. Mais non, il faut quand même D'accord. alors, il y avait, alors, évidemment, une suppression des manuels, bien sûr. Mhm. Ça, je peux vous l'affirmer, hein, sur le manuel. Je vois, euh, je vois des jeunes gens, des garçons qui ont un garçon, enfin, il y a un garçon, je pense un garçon là qui a 8 ans, le fils d'une Marocaine que je connais, il a 8 ans, un couple métis, il n'a pas de livre d'histoire, rien. Il revient à la maison avec des feuilles, Ah oui, des feuilles volantes. des feuilles volantes. Tandis que moi, j'avais à son âge, j'étais en huitième, ça faisait 8 ans en huitième, j'avais un livre avec bon, les pharaons, il y avait tout ça, il y avait un livre, je me rappelle d'un livre rouge d'histoire, j'aimais beaucoup l'histoire, mais il y avait des phrases. Je lisais des phrases et j'apprenais des phrases pour apprendre l'histoire. Et donc, évidemment, on pouvait arriver 2 ans après, on pouvait se mettre à faire du latin, par exemple.
Ah oui, mais les phrases sont un artifice de l'ancien monde, cher professeur. Voilà, voilà, c'est ça, une ruse. C'est le diable de l'ancien monde, oui, qui fait des phrases, tout ça, bien sûr, avec des C'est sujets le vers fait d'un horrible réactionnaire de vouloir encore faire des phrases. Mon Dieu. la notion de sujet. On avait bien joué la notion de sujet, l'équipe s'était mis à hurler. Comment le sujet? Ben oui, le sujet, bien sûr. Ben oui, la substance, c'est le sujet. Oui. Enfin, Ben maintenant, on enseigne que du sociétal, finalement, oui, voilà, même culturellement, c'est-à-dire qu'un événement comme un concert ou enfin peu importe un film va devenir un modèle de société et il va falloir s'adapter à cette nouvelle société. On n'a plus de réflexion possible, on non, ne non, peut même pas critiquer. que sociétal, oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous aviez en allemand, bien sûr, un mot dont on nous parlait et qui avait été déformé, comme tous les mots dont on parle, on déforme l'original. Vous aviez, en anglais, en allemand, vous savez le mot de world pour dire un mot monde, hein, et vous avez le mot de, du côté, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas très connu, mais enfin qui est quand même simple. Vous avez en allemand le mot de Welt, W-E-L-T, que Leibniz, le philosophe, d'ailleurs, mettait en relation avec will en anglais, W-H-2-E-L, qui c'est-à-dire la roue. La roue, le monde, c'est quelque chose qui tourne. Bon. Et vous avez ensuite un deuxième mot que les Allemands avaient forgé, qui était, mettait le préfixe qui signifie autour, le ham ancien, le amphi, etc. Alors, le monde qui était autour, c'est le milieu, on appelle ça, on l'a traduit par le milieu, le monde ambiant, on disait aussi. Et alors, on disait que l'animal, ou n'importe quel être, surtout les animaux, etc., les plantes, encore davantage, vivent dans un milieu ambiant et ne peuvent pas sortir de ce milieu ambiant. Alors, on montrait même que le monde était, disons, raccroché à leur nature, accroché, c'est-à-dire dessiné, pour eux, dans leur perception, était dessiné selon leur nature. C'est-à-dire qu'une bête, ce qui se comprend fort bien, un oiseau, par exemple, un aigle, etc., ne voyait pas la même chose qu'une palombe, qu'un quadrupède, etc., etc. C'était le baron Uxküll, qui est mort en 1943, il avait un laboratoire qu'on s'appelle Ischia là-bas, à Ischia, en Italie. Et il avait donc même marqué sur une fiche un village et il montrait ce que les animaux voyaient du village humain. Vous voyez? Bien sûr, nous voyons, il y avait du plus, il y avait du moins. Mais on pouvait se demander s'il n'y avait pas du plus non plus. C'est-à-dire que peut-être qu'ils voyaient autre chose, plus de choses. Et ce Umwelt, qui finalement était une manière de protéger le monde de chacun, est devenu, par une transformation des mots, on a dit le milieu, c'est ce dans quoi on peut évoluer, qui est mobile, alors qu'en réalité, le vrai milieu en biologie n'était pas mobile. Le milieu était vraiment très déterminé, très, très déterminé. Les lois de l'instinct sont très déterminées. Vous avez c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de voir la variété des espèces humaines. Et évidemment, on n'osait pas aller plus loin parce que alors là, c'était. Mais quant à l'audition à Louis, tout ceci, bien sûr, a été balayé. Et le milieu, c'est simplement une restriction pour nous du monde. Voilà. Le monde est général, un peu trop vague. Le milieu, c'est ce qu'on découpe dans le monde. Alors que l'ancien milieu, c'était le monde qui était adapté entièrement à une espèce ou à des composants physiologiques, etc., ou psychologiques, à des composants physiologiques, psychophysiologiques. Oui. Vous avez ce livre qui s'appelle Monde animaux et monde humain de von Uxküll, qui était édité en livre de poche. Maintenant, c'est moins, on n'en parle plus du tout. Hein. On n'en parle plus du tout. Uxküll, c'est U-E-X, K-H-U, tréma 2L. Ouais. Ouais, le baron von Uxküll. Oui. Voilà, pour vous dire qu'on a détruit, bien sûr, beaucoup de choses de cette façon. On a détruit l'enseignement de la biologie, par exemple. L'enseignement de biologie était très bon en terminale. Il existe aujourd'hui, bien sûr, mais dans des sections spécialisées. Et ces sections spécialisées, à mon avis, sont inclus des programmes bien supérieurs à l'intelligence de la terminale. C'est-à-dire écrasent les enfants sous des notions qui sont trop lourdes à porter. Bon, ça, je l'ai expérimenté aussi. À part ça, vous avez une instruction, une éducation qui est nulle pour les littéraires en physique et en mathématiques. Et quand je dis nulle, il n'y en a pas. C'est pas qu'elle est faible, elle n'existe pas.
Alors, comment ces gens-là, bien sûr, vont être séduits par des mots savants qui prennent une apparence physique ou biologique. Et s'ils n'ont pas à travailler suffisamment, comme ma génération a travaillé, je dois le dire, hein, en toute humilité, on travaillait plus, puisqu'on avait des programmes bien faits avec des livres, etc., des schémas, des photos, etc. Et tout ceci, bien sûr, tout ceci est vraiment catastrophique, c'est-à-dire amène les gens à s'affaiblir et à accepter donc toutes les dominations, toutes les emprises plutôt. Dans domination, il y a le mot de maître, et c'est déjà bien un maître. Mais là, c'est une emprise. Et on ne voit pas le maître en réalité. Le maître est invisible. Vous comprenez? C'est ça, c'est qu'on fait des gens qui, comme on dit, ils savent, que c'est Spinoza qui dit, ils savent qu'ils agissent, mais ils ne savent pas quelle est la cause de l'action. Voilà. Absence de verticalité. Ouais, alors c'est l'absence de verticalité. Et donc, je remarquais justement, je dis encore au Japon encore, ils ont conservé cette verticalité. Ils l'ont aussi conservé dans d'autres pays, mais enfin, même en Allemagne, il y a quand même une certaine verticalité, encore, on voit dans la pratique, disons. Mais cette verticalité, elle est complètement, ici, elle est complètement, enfin, elle est annulée, quoi, disons. C'est remplacé par un arbitraire, une faiblesse de pensée que moi je trouve dangereuse pour nos contemporains. En France, hein, beaucoup en France, hein, beaucoup pour nos contemporains. Mais c'est la liberté. Quelque part, certains vous diront que c'est la liberté. C'est la liberté, ben oui, c'est la liberté. Une absence de verticalité inclut qu'on n'a personne qui nous domine, on n'a personne au-dessus, personne n'est supérieur, donc personne ne peut élever l'autre, mais personne n'est supérieur, donc c'est la liberté. Voilà. Alors on se demande où elle se situe, cette liberté, évidemment. C'est-à-dire, c'est un mot, pas un mot magique, mais c'est un mot piège, en fait. C'est une réponse à une question mal posée, ou une question posée, disons, et on vous répond la liberté. Oui, je sais que c'est ainsi. C'est ainsi, et c'est une réponse, on peut dire, indiscutable ou indiscutée. Voilà. Et oui, elle m'a dit, oui, pauvre petite, là, je lui ai répondu, mon Dieu, je lui ai dit, nous ne sommes pas de la même génération. Je lui ai dit, oui, tu es la génération, mon père, c'était la Première Guerre mondiale, moi, c'est la deuxième. Je me rappelle à peine un peu. Et puis la troisième, elle me rappelle un peu du bombardement de Toulouse. Et la troisième, évidemment, c'est toi. Je dis, voilà. Alors, il paraît que ça se terminera bien. Mais enfin, ça, c'est moi qui vous le dis. J'ai de le croire. Mais enfin, on n'y sera pas, mais enfin, ça se terminera bien. Voilà, enfin, je suis incorrigible, oui. Oui. Et voilà. Non, autrement, je suis vraiment heureux je voudrais, disons, que les auditeurs puissent regarder ces papiers qui se trouvent sur Internet et ils verront, justement, ils seront très surpris, par exemple, de voir cette tentative de destruction systématique sous l'emprise des communistes chinois, voyez-vous, par le Tavistock Institute, quand même, de la morale confucéenne. Oui. Vous savez, enfin, c'est quand même la morale confucéenne. Bon, il ne s'agit pas d'être un spécialiste, mais il y avait quand même le respect des parents, le respect des autorités, etc., le respect de ce qui est droit. Il savait faire la distinction entre les bons et les mauvais dirigeants, mais le problème, c'est qu'il soit bon, le dirigeant. Le problème, c'est s'il n'y a pas de dirigeant, ben, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas non plus de protection. Bien sûr. Ben oui, pas de protection. Je sais pas moi, si c'est pas dirigeant dans une voiture, elle va à volo. Hein. Ah oui. Mais tout ça, dans les sociétés occidentales, il y a eu le même procédé vis-à-vis de la religion catholique aussi. Hein, donc, oui, vis-à-vis de la religion catholique, là, elle a été déconsidérée, bien sûr, par les affaires de beurre, choses comme ça, mais surtout, en fait, c'est pas pour ça, c'était la lutte contre l'autorité. Oui, c'est surtout ça. Moi, ma mère avait voulu abandonner la religion catholique pour la religion protestante, parce qu'elle trouvait que c'était plus sérieux, parce que les prêtres se conduisaient un peu cavalièrement, on va dire, et était paysanne, elle avait voulu faire ça. Et bon, je dois dire que moi j'ai connu l'éducation, par exemple, qui était militaire, oui, puisque le directeur est un général. Alors c'est mal vu aujourd'hui. Enfin, c'était les jésuites. Chez les jésuites, il y en a qui sont mal conduits, d'autres qui sont bien conduits. Vous savez, comme me disait, c'était un homme que vous connaissez, en particulier Michael, qui vit en Espagne, mais il m'avait dit,
dans ces réunions, dans ces organisations, il faut être un saint, autrement on devient un misérable. C'est vrai d'ailleurs, mais je dois dire qu'on était bien organisé, c'était organisé d'une façon qui était, on n'avait pas des ordres imposés, on intériorisait l'autorité, vous voyez. C'est-à-dire que ça, c'était très fort. Et pas qu'un moi. Il y avait ce qu'on appelle le moi, bien sûr, on a tous un moi, un caractère. Il y avait le soi aussi, S-O-I. Il y a une formule d'un poète de Kant, Herder, en Allemagne, H-E-R-D-E-R, qui dit oublie ton moi, abandonne ton moi, si tu veux, mais n'oublie pas ton soi, c'est-à-dire l'âme, finalement. Et je crois que c'est cette notion d'âme, de ce qui doit nous animer, c'est ça que signifie le mot, qui a été usée. Et les gens, naturellement, qu'est-ce qu'ils ont comme ressources? Eh bien, écoutez, j'entends, ils prennent des antidépressifs, ils prennent ça. J'apprends des nouvelles, qu'est-ce que tu deviens, etc. Mais, moi, j'ai failli me suicider, voilà, c'est ce que j'entends dire. C'est pas énorme, mais je l'entends dire. Je l'entends dire et je l'entendais moins dire autrefois. Et le nombre de suicides dans la jeunesse a augmenté, la quantité de suicides a augmenté. Ça, je le sais par cette amie policière marocaine, me racontait, souvent pour des motifs futiles, enfin des motifs que je juge futiles, évidemment. La personne n'hésite pas à passer par la fenêtre. Et ça, je crois que, en fait, c'est pas l'événement en question qui est responsable, c'est le manque de confiance en soi et la désorientation dans laquelle on a mis la jeunesse dès le secondaire. Et maintenant le primaire, parce que le primaire et secondaire, écoutez, c'est honteux. Parce que je n'étais pas amené, n'ayant pas d'enfant, je n'étais pas amené à voir ça. Mais maintenant que je le sais par des amis, par mon neveu aussi, mais mon neveu, lui, est dans l'enseignement libre, mais disons que ce que je vois, mais c'est horrible. Ce sont des babysitters qui me l'ont dit, une babysitter tunisienne Oui, c'est ça. que je connais depuis 70, qui me dit, mais non, il travaille. Il y a même, le professeur ne parle même plus. Le professeur parle avec le iPhone. C'est-à-dire que il y a silence en classe, tout le monde regarde le iPhone. Enfin, écoutez, la vibration de la voix, l'adaptation de la voix, c'est ce que nous attendons. La voix s'adapte à quelqu'un. Je veux dire, la parole s'adapte au moment. Et là, non, il récite comme ça. Et c'est le même qui va vous dire que, bon, j'ai pas envie sous une dictature, on vit sur la dictature des parents. Enfin, bref, sortiront. J'aurais pu vous parler de gens, bien sûr, mais comment on appelle, il y a des gens qui ont été. Qui viennent d'échapper, là, ils viennent d'échapper, dont on parlait beaucoup en 68. Là, c'était un Américain qui utilisait un fameux gaz là, pour l'énergie des champs, etc. Enfin, qui avait une vie assez coûteuse en Allemagne, qui est partir aux États-Unis. Bon, mais ce que je vous dis du Tavistock Institute, hein, mais disons, je l'ai senti sans connaître le nom. Hein, je l'ai senti avec les préparations, ce qui préparait 68, avec le milieu depuis 5 ans, des années 65 à 68. Hein. 68 n'est qu'un épisode, évidemment, n'est qu'un épisode, mais quand même un épisode avec des gens qui répandaient cette chose-là. Si vous aviez vu le visage de Marcuse, mon Dieu, mais quel visage horrible. Il y avait une méchanceté dans ses yeux. Je l'ai vu comme voilà. Il a dit non, je ne supportais pas. Il y avait les autres aussi, mon Dieu. Mais quand j'ai vu ça, c'était en 65, j'étais tout jeune, mais je me suis dit, mais c'est. Où vont-ils, ces gens-là? Mais on a vu où ils sont allés. Hein. Et on a vu où ils iront. Et on a vu où ils iront. C'est ça. Où ils iront. Comme ils font aux États-Unis, maintenant, comme ils font partout. Ils manipuleront les gens. Ils manipuleront les gens parce qu'ils enlèveront. Vous savez, on dit donner son âme au diable. Vous savez, c'est dans les légendes pieuses. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on enlève son âme, si vous voulez. Alors à ce moment-là, on est manipulé. Et bien sûr. Non, on peut faire le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui, oui, sincèrement. Bien sûr. Et bien sûr qu'elle a quand même, je vois, bien sûr, il y a des mises en scène. Hein. Il y a des mises en scène, par exemple, je vois cette jeune fille américaine, mince, donc je vois avec le visage d'enfant qui se retourne. Vous savez, les populations sont grandes, donc c'est peut-être l'usage du lait, etc. Après, peu importe. Elle se retourne et puis quelqu'un lui dit, bon, je ne préciserai pas,
mets-toi à genoux, demande pardon. Je pense que c'est quelque chose qui est fabriqué. La fille se met à genoux, demandait pardon à cet homme dans le film qu'il a tourné, pour essayer de le présenter, quoi. Et voilà, et ainsi de suite. Quand je vois ces gens à genoux, des gens comme ça, alors que vous leur dites demain qu'on a complètement rasé l'Afghanistan, ils ne bougeront pas. Hein. On est d'accord. Vous êtes d'accord qu'on a complètement rasé l'Afghanistan, on a auprès de Palestiniens, on leur a mis ça, bon, les Syriens, on leur a complètement brûlé Bagdad, Damas. Non, 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 non. Je vous assure, ils ne réagiront pas. C'est pas qu'ils soient méchants, mais ils n'auront pas, et comme leur sensibilité ne leur appartient plus, comme même enfin quand même, il y a la réflexion, ils vivent par l'image, disons, ils sont absorbés par des images, et écoutez, je ne sais pas comment dire, c'est quand même une manipulation mentale que je trouve plus forte que celle des générations précédentes. Plus forte. Parce qu'avant, il fallait tromper quelqu'un rationnellement. Là, il suffit, on n'a plus même à le tromper en lui racontant des choses qui n'existent pas. On manipule sa sensibilité, c'est tout. C'est-à-dire qu'il peut réagir à des mots. Voyez, mais c'est très facile parce que si quelqu'un remet en question l'événement, il est de suite taxé de conspirationnisme, donc c'est très facile. C'est très facile. Et, voilà, il est balayé, il a. Ah oui, oui, ça. Moi, j'avais un ami qui disait si tu veux divorcer, enfin, c'était pas mon cas, mais si tu veux divorcer, t'as qu'à dire à ta mère, à ta belle-mère que tu soutiens tel homme, etc. Faisait allusion à quelqu'un que l'on connaît. Enfin, bon, là, il y a eu des divorces d'ailleurs faits comme ça. Mais là, si vous dites, si vous élevez une objection, que vous dites que vous rentrez dans le monde du complotisme, à ce moment-là, vous êtes considéré comme dangereux. Oui. C'est dangereux, c'est pas simplement quelqu'un qui est un peu, qui a des lubies, quelqu'un qui est un peu utopiste. Non, 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 non. Ah non, Alors là, évidemment, bon, si je dis, je peux parler du récentisme, alors là, évidemment, il est déjà grave mon cas, bien sûr, mais le cas est vraiment aggravé. Voilà, oui, oui. C'est une question très sensible. Ah oui, c'est très sensible. Oui, ça c'est une. Parce que les gens ne le prennent pas de la bonne façon en réalité. Non, ils ne le prennent pas de bonne façon. Parce que oui, là aussi, il y a une caricature, il y a. Oui, oui. Oh, ils veulent effacer le Moyen-Âge. Ben oui. Non, c'est pas effacer le Moyen-Âge, c'est simplement. Bien sûr. C'est simplement comprendre que qu'est-ce qu'on a. Par exemple, je regardais, c'est vrai que je regardais ce que disait Laruelle l'autre jour. Hein. On disait que on aboutit à la fin du servage, en fait, est un décret de Louis XVI à peu près dans la chose. Et on pourrait tant qu'on disait il y avait les serfs au Moyen-Âge, et puis ensuite ça a été, bon, mais vous savez, je me rappelle de la propriété qu'avait Voltaire donc à la frontière, il a fait beaucoup justement contre des gens qui avaient une servitude vis-à-vis bon, des propriétaires à côté. Bon, je dis, je défends Voltaire toujours parce que bon, je reconnais que Frédéric II a raison souvent contre lui, car point de vue du caractère, mais disons qu'il y avait quand même des choses qui sont remarquables, bien écrites. Lui, il a parlé de nous. Je dis de nous, il s'appelait les Welsh. Les Welsh, je ne parle pas des Alsaciens, mais je parle des Welsh. Il disait, ce sont des singes qui se transforment en tigres. Mais c'est la vérité. Ce qui s'est passé sous la Révolution, sous l'Ancien Régime, ce qu'on appelle l'Ancien Régime, ça s'est passé sous la Révolution. Et ça se passé après. Il y a des tempéraments de peuple comme ça. Qu'est-ce que vous voulez mettre une. Aller expliquer à des Viennois que l'on met une fille de 17 ans devant l'échafaud. Vous savez que la dernière décapitée, c'est une fille de 17 ans qu'on a libérée. Vous voyez, bon. Mais moi, je connais des gens je connais même les noms à Toulouse, hein, qui ont été fusillés récemment. Donc, vous n'avez qu'à voir quand ça peut être. Hein, récemment, donc, à la fin de l'innommable, comme on dit, récemment, donc, à 17 ans. Une petite fille de Toulouse s'appelait Azéma, je dis son nom. Hein, oui. Azéma, elle a parlé à une de mes amies, là, qui est morte maintenant, qui est une femme de la campagne, et qui est allée en prison voir son mari, tout ça. Et elle a dit, je suis en prison, je ne sais pas pourquoi. Et, elle a été fusillée, et puis fusillée par des mercenaires, disons, je ne précise pas. Mais
La dépêche du Midi s'est excusée quelques jours après, on s'est trompé de nom, vous voyez. Mais à 17 ans quand même. Donc il y a eu quand même, c'est pas des gens qu'on a pris, attention, pour les mettre contre le mur. Non, non, non. Ils sont passés au tribunal avec les avocats qui étaient morts de peur, morts de peur. La gendarmerie qui était bloquée dans ses bâtiments, qui ne sortait pas, la police qui ne sortait pas. Eh bien, nous avons eu comme ça une centaine de milliers de victimes, c'est ce que dit le, comment on appelle, le Sénat américain l'a reconnu. Voyez-vous, alors ceci, ça se produit en France assez, disons, ça se produit assez constamment. Oui, ça se produit, je me rappelle, je vais vous donner un exemple, enfin, qui est tragicomique, mais enfin, tragique dans le sens, vous savez, le chevalier de la Barre dont on a parlé, était un jeune homme de 19 ans qui avait refusé d'enlever son chapeau devant le Saint-Sacrement. Bien. Et Frédéric, quand même, c'était en 65, 66, je crois, et j'ai eu les correspondances de Voltaire. C'était en fonction d'une loi qui n'existait même pas. Alors, quand Frédéric, j'aime bien lire Frédéric le Grand, quoi, et il disait, oh, moi, ce que je lui aurais dit, je l'aurais obligé, il dit peut-être à chanter une antienne avec un chant, quoi, avec les moines, et puis ensuite, je l'aurais laissé partir. Là, on l'a décapité. Bon, décapité parce qu'il était noble, hein. Mais on l'a décapité à 19 ans. Je veux dire quand même que décapiter un type à 19 ans sur une affaire pareille, c'est quand même un peu gros. Je ne sais pas, moi, ça me paraît. Alors on a dit oui, vous avez mal interprété les choses. Bon, j'entends, mais non, je crains beaucoup ce tempérament. Vous savez, la France a besoin d'une certaine autorité extérieure. Les Germains, que je connais, les Nordiques, ont une autorité intérieure, davantage intérieure. Ils font eux-mêmes c'est ce que la morale de Kant, tout ça, c'est eux-mêmes. Ils ont quelque chose de plus intérieur. Ouais. Eh bien, si on crie contre l'autorité, alors qu'on est nous-mêmes soumis par ailleurs, comme on le voit aujourd'hui, à des bêtises, eh bien, vers ce moment-là, on va vers un combat de gens, enfin, dans un tunnel, comme on dit. On va vers un combat fratricide et que malheureusement, je crois, dont on verra certainement certains effets. Je ne pense pas que ça aille très loin, mais je pense que nous allons avoir des victimes de ce point de vue au sein d'une jeunesse qui devrait réagir, mais qui est désorientée. Et donc, les vrais coupables du point de vue moral, évidemment, ce sont les faux maîtres, ceux qui enlèvent la maîtrise, justement, ceux qui s'imposent par des mots, c'est ce qu'on appelle les sophistes dans l'Antiquité, ils s'imposent par des mots, ne démontrent rien, ne montrent rien, et ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? Jouent uniquement sur les mots. Moi, je peux vous faire attraper une crise, je vais dans une société à côté, même à l'épicerie, hein, je peux faire une crise générale, hein, je dis 2 ou 3 mots, vous voyez, puis c'est tout. C'est le bal des fous, vous comprenez? Il n'y aura personne qui dira. C'est un peu plus difficile peut-être en Croatie ou en Autriche, les gens discuteraient, les paysans discuteraient. Et ici, non. Non, c'est pour ça que je dis nous avons parlé de la dynamique de groupe, de cette manière soi-disant de faire comment on appelle ça, de distribuer l'autorité. Je crois qu'elle est dangereuse dans la mesure où elle ne respecte pas la liberté de la personne, c'est-à-dire que la personne est voilée, si j'ai pu dire. Enfin, elle a un voile sur elle. On la déstabilise. Et ça, vous savez que c'est le procédé des services secrets, enfin, le procédé du Viet Minh, même tout ça, enfin, des communistes dans la guerre, par exemple, c'est de déstabiliser quelqu'un. Voyez-vous? J'ai vu des gens qui me parlaient de la guerre d'Indochine, c'était ça. Je ne défends pas la guerre d'Indochine, enfin, je dis comment c'était, et qui se retournaient même à la limite contre leurs propres dirigeants, quoi. Et je crois qu'ils ont adopté ces méthodes, ces gens-là savent comment agir. Ils ont le mépris des autres et aussi un peu le mépris d'eux-mêmes. Voilà. C'est ce que je dirais pas en conclusion, mais disons en épilogue. Enfin, parce que ces gens-là ne s'aiment pas eux-mêmes, tous qui font ça, vous savez, qui sont à la tête de ces instituts. Ce ne sont pas des gens qui ont je veux dire, s'aimer soi-même. Je veux dire, qui n'ont pas c'est pas égoïste. Ils n'ont pas une conception, une vue idéaliste des choses. Ils ont une vue, disons, une vue de manipulation. Ils sont contents. C'est du sadisme, en fait. C'est du sadisme. Ils sont contents de voir tomber les élèves.
tomber leurs élèves, tomber leur public, ceux auxquels ils s'adressent, voyez-vous. Ils savent qu'ils ne sont pas très forts. Donc, ils rendent les gens encore plus faibles, vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle avant le médiocre. Le médiocre, voilà. Et puis ensuite, comme il se sent méprisé, ben justement, il justifie son comportement ignoble. Voilà. Et comme il se sent méprisé, évidemment, comme il se sait méprisé, d'ailleurs, et bien à ce moment-là, il justifie son comportement ignoble. Et ça, c'est une. Alors, l'Église, vous voyez, par exemple, ici, l'Église, vous avez parlé de l'Église catholique. Bon, je l'ai vu, évidemment, on ne peut pas en parler. Je l'ai vu tomber, dégradée. Je l'ai vu se dégrader elle-même. Évidemment, elle a toujours été attaquée. Je sais que quand j'ai passé le baccalauréat, on m'a dit, mais ah bon, vous êtes de l'enseignement libre, vous, etc. Bon, enfin bon, c'était quand même, enfin, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Ici, il y a vraiment, non, non, je vous dis, c'est ignoble. Je vois ces gens qui sont sans aucune, ou alors ils ont, bien sûr, ils ont des positions très réactives. Bon, on les tourne beaucoup contre les catholiques aujourd'hui qui veulent, par exemple, résister enfin, à cet écroulement. On leur montre les musulmans comme étant les véritables malfaiteurs. Bon, on leur dit pas évidemment quelle est la naissance de, comme je l'ai mis sur mon Facebook, la naissance de Al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Bon, bien, le fameux horloger, quoi. Non, non, ça c'est. Non, et les gens ne veulent pas entendre parler, ils oublient, enfin, ils ne veulent pas s'instruire non plus. Ça me fait de la peine, je veux dire, pour des gens dans des milieux qui sont capables. Non, 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 non. Après, il y a eu l'illusion de la richesse. Tout le monde voulait être trader, etc. Le métier manuel est très dévalorisé, très dévalorisé, très dévalorisé. Hein. Bon, et voilà. Et puis il y a aussi une paresse générale. Enfin, il y a beaucoup de paresse. Je peux vous dire quand même que ça surprendra peut-être des auditeurs, mais je reconnais qu'il y a plus de paresse aujourd'hui que de mon temps dans la société. Ça vient aussi ça vient du conditionnement, si vous voulez, on prétend aux gens qu'il y a de l'argent facile, etc., etc. Je crois que ça ne durera pas. Je crois quand même que la misère, disons, va réveiller les gens. Mais disons, ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi cette séparation des générations qui m'a beaucoup, qui n'était pas du tout notre cas, mais pas du tout notre cas. On avait notre indépendance, mais on connaissait les anciens, on leur parlait. Parlais de ma famille à l'extérieur. Je voyais une personne très âgée à l'époque, pour moi, même que 70 ans, c'était très beau. On leur parlait, ils s'adressaient à nous, tandis que là, j'ai vu ensuite comment vous dire, des séparations, des divisions, maintenant, je vous en ai parlé, là, avec comment on appelle ce Covid-19, là, le 21, c'est le prochain. Oui, le 21, c'est le prochain. Oui, le 21, c'est le prochain. Oui, oui, oui. Bon, je vois une dame qui a sa fille de 12 ans, là, je vous ai peut-être dit ça, oui, oui. Oui, bon, qu'on a laissé dehors pour ne pas voir son grand-père. Bon, parce qu'elle est porteuse, je l'ai dit tout à l'heure, oui, porteuse saine. Enfin, il faut être idiot pour faire ça. Idiot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être idiot, je veux dire, naturellement. Il faut avoir subi un lavage de cerveau. Oui, il faut être dominé. Elle est dominée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis, elle est restée 1h30, 1h15 dans la voiture. Voilà. Et je dis, vous allez revoir votre père. Ah, elle m'a dit non, il dit, je ne peux le revoir qu'une fois par semaine. Voilà. Après, bon, on vous dit, enfin, on vous dit, je ne vais pas vous dire ce qu'on vous dit, mais enfin, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, disons, ça c'est quand même inouï. C'est inouï quand même. Et c'est accepté partout, par des infirmières, par des trucs comme ça. Oui, oui, oui. Des gens qui vous parlent de psychologie de l'enfant, qui vous parlent de ceci, oui, il faut faire attention, éviter les traumatismes, etc. Avant, c'était la libération, maintenant, il ne faut pas se toucher. Oui. Vous pensez que parce que la fille va embrasser sa grand-mère, elle va déclencher une épidémie? Non, mais quand même. Non, mais, je sais pas, moi, c'est tellement absurde. On voit ces femmes-là, ces femmes qui regardent leurs enfants depuis le premier étage, j'ai vu ça en Allemagne, qui regardaient au premier étage une dame de 95 ans, bon, les gens la regardaient
moi, je ne serais même pas allé la voir, voyez-vous. Parce qu'on fait souffrir quelqu'un âgé. Oui. Il vaut mieux l'absence que cette présence-là. Tout à fait. Vous voyez, il vaut mieux l'absence. Bon, eh bien oui, on sait très bien quand on est âgé, évidemment, qu'on est plus près de la fin que du commencement, ça c'est évident. Mais justement, il y a des choses de l'enfance qui reviennent, c'est le cercle, comme on dit, c'est une sorte de cercle hein, qui revient, et puis le reste, il y a un mystère, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire L'autre jour, quelqu'un m'a dit ah, la mort, j'ai dit oui, la mort, mais avant votre naissance, est-ce que vous avez. Les gens existaient aussi. Hein. Bon, donc. Oui, voilà. Ben oui. J'ai dit à l'époque de. Bon, j'ai pas dit ce que je pensais, mais j'ai dit il y a des événements qui ont existé, vous n'étiez rien pendant des siècles et des siècles et des siècles, vous n'étiez rien. Vous n'étiez rien, je veux dire, rien de visible. Vous étiez peut-être quelque part, peut-être. Ça nous échappe. Mais on n'a pas à le savoir. On n'a pas à le savoir, on a, comme on dit, faire le Pflicht, quoi, le devoir. Maintenant, le devoir, c'est porter un masque. Comme on dit en allemand, le Maskenpflicht, oui. D'ailleurs, qui a été d'ailleurs mis en, qui a été excellemment d'ailleurs brocardé en Allemagne, ça, oui. Moi, je trouve que les Allemands se sont conduits malgré tout, dans les circonstances actuelles, ils se sont conduits quand même de façon plus raisonnable quand même que les autres peuples. Bon. Mais nous, ça a été horrible. Je sais pas, moi, c'est petit, c'est insensé. Et les médecins, bon, je parle pas de Raoult, tout ça, puisqu'on parle de Raoult. Mais enfin, disons, quand je vois quand même que le Lancet, là, The Lancet a mis en cause ses propres publications, voyez-vous, il s'est trompé. Ça devrait normalement faire l'effet d'une bombe. Ben non, ça passe. Non, ça passe. Non, mais c'est encore une autre forme d'ingénierie sociale. On passe d'un événement à l'autre sans l'approfondir. Puis, et moi, personnellement, moi, je vais dire ce que je pense, c'est que là, maintenant, on nous bassine avec cette hydroxychloroquine. Bon, j'aimerais qu'on passe tout de même à autre chose parce que les problèmes vont arriver. Certains ont déjà commencé et ça sera beaucoup plus grave à affronter que ce problème d'hydroxychloroquine en ce moment. Et puis quand je vois les gens masqués alors qu'il fait 30 degrés, bon, enfin. Évidemment que ça sera plus difficile que cette. Évidemment. Il fait 30 degrés, on voit les gens masqués. Enfin, c'est terrible. C'est terrible, oui, c'est terrible. C'est terrible. Et bon, d'ailleurs, je ne me posais pas la question. On m'aurait compté ça, j'aurais dit non, ça ne passera pas. Enfin, mais là, oui, c'est une. Et puis, quand même, enfin, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas serrer la main à quelqu'un, ne pas embrasser, que vos enfants viennent vous voir. Enfin, surtout maintenant, à condition que l'on croit à ce qu'on raconte. Bon, on sait très bien que la grippe est terminée. Oui. Et ça ne choque personne. Non. Tout va bien. Non. De faire des parcours fléchés, de ne pas pouvoir se rendre à un endroit sans se mettre de masque, ça ne choque personne. Tout est normal. Ne choque personne. Et voir les enfants qui ne peuvent même pas être à côté l'un de l'autre, comme ça fait de la peine. On voit que les enfants ont de la peine. Les enfants sont sidérés. Et puis ils sont complètement. Sidérés. Et qu'il n'y a pas une réaction. Alors vous allez me dire, on revient encore, réaction des églises. Il n'y a même plus de réaction d'église, quoi. Non, il n'y en a aucune. Bah, à l'église aussi, il y a un parcours fléché. Et... Oh non, je suis allée à ah là là. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est une. Non, j'ai vu simplement qu'il y avait une manifestation en Allemagne où tout le monde était là. Mais alors c'était brocardé, comme je dis tout à l'heure, par les journaux français. Vous savez, si vous avez pris regardez la manipulation mentale, il suffisait de regarder les titres sur l'ordinateur, sur le net, qu'on disait en Allemagne, c'est l'échec du confinement, échec du déconfinement. La masse des gens a tri. Et quand vous regardiez l'article, vous disiez que les gens étaient très contents du déconfinement. C'est-à-dire que l'article n'était pas du tout, le titre n'était pas du tout en rapport avec le reste de l'article. Mais on voulait créer une première impression. Voilà. On n'est peut-être pas des champions, mais quand même, bon, les autres ne réussissent pas non plus. Voilà. Après, il y a eu même un sadisme qui faisait que chacun voulait que. Je crois qu'il y a également un peu de ça aussi. Chacun est content aussi de pouvoir. Je pense qu'il y a ça. Est content de prendre quelqu'un en défaut, vous voyez. Oui.
Vous avez remarqué, ça met vraiment des. Et je dois dire d'ailleurs que des femmes sont souvent d'un certain âge, je dis, enfin bon, ben, un certain âge, c'est pas un défaut. Mais disons, je parle par exemple de maîtresse de commerce, enfin de directrice de commerce. Hein. Vous savez jamais, pour qu'un commerçant attrape un client, il faut quand même. Eh bien, non, quelqu'un m'a-t-on raconté, prend un vêtement, la dame aussitôt lui fait enlever des mains et met un produit dessus. C'est à côté, là, à côté à Castanet, là. À Castanet, en Toulouse, oui. Ouais. Il y a une sorte de. Enfin, bon, un marchand, enfin, bon, pas signalé, mais enfin, bon, il y a ça. Eh bien, elle se mettant à hurler, à hurler. Oui. Je dis, je ne sais pas, moi, c'est comme si vraiment il apportait la peste. Je ne sais pas si vous et Michael avez vu cette vidéo tournée en Italie dans un train. Et une hystérique de, je ne sais pas, d'une trentaine ou quarantaine d'années, qui hurlait comme une hystérique sur un voyageur qui avait à peine baissé son masque pour parler au téléphone. Et elle lui a hurlé dessus pendant un quart d'heure en l'insultant, mais c'était pathétique. C'est vraiment pathétique. Vraiment pathétique. Ça a été filmé, ça. Ça a été filmé dans un train en Italie. Et bon, elle l'insultait en italien, évidemment. Oui, ça devait produire de l'effet. Elle lui hurlait dessus, mais c'était vraiment terrible. Je comprenais même. Il avait commis un crime, qui commettait un crime qui mettait. Oui, c'est un porteur de peste, quoi, enfin. Ah oui, elle était là, ce sont les règles, vous devez respecter les règles. Une hystérique. Oui, oui, c'est voilà. Les règles. C'est la règle. Donc, c'est un peu. Il n'y a pas le permis de tuer, mais il y a le permis d'engueuler. Voilà, on peut parler n'importe comment maintenant. Ben, c'est ce que je disais la dernière fois. Maintenant, on peut s'adresser aux gens n'importe comment. J'en avais parlé aussi avec Marc Georges, vous le connaissez. Oui, et je lui avais dit, maintenant, la caissière, ça devient une capot qui vous hurle dessus. Une capot qui vous hurle, exactement. Qui brûle exactement ce qu'il y a à faire, oui, bien sûr. Ah oui, voilà, oui, la caissière. Ah, mais c'était. Eh oui, ah, mais ça. Je salue Marc Georges, que j'aime bien. On voit qu'il a du tempérament. C'est un homme qui a du tempérament, ça se voit. Oui, j'aime bien à son visage, et je l'aime bien. Oui, je l'aime bien. Sensible, c'est un homme sensible. Hein. Oui, aussi sensible, j'ai remarqué ça, oui. Oui, mais écoutez, mais il y a quand même le bon sens à avoir. Mais moi, mes amis qui me téléphonent, j'ai l'impression d'être à l'article de la mort. Et bien, tu vas bien, et tu vas bien. Je dis, oui, ça va. Oh. Alors, dès que je dis, oh, ah bon, eh ben oui, je dis, alors, et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien oui, ils sont matraqués, ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas leurs petits-enfants. Déjà, ils les voient moins maintenant qu'autrefois, ben, ils ne les voient plus du tout. Et quand même quelqu'un qui a l'Internet chez lui peut regarder quand même d'autres opinions. Tout de même, oui. Elles sont accessibles. C'était quand même, je crois qu'Internet, de ce point de vue, a fait déraper un peu le système. Là. A fait déraper, pas beaucoup, mais fait un peu quand même, a fait fatiguer un peu le système. Si. Bon, si, je pense quand même qu'il a fait des. Hein, c'est sûr. Il y a des gens, moi, des choses que je ne connaissais pas. Moi, j'ai connu Silvano Trotta, par exemple, l'Italien de Belgique, je crois. Oui, Où suis-je, je ne sais plus. Trotta, oui, Trotta. Oui, Trotta, oui. Trotta, oui. Et bon, j'ai trouvé ce qui était très bien. Bon, j'ai regardé. Oui, enfin, tous les gens connaissent. Enfin, bon, il y a le Suisse aussi, Tal Schaller, je crois. C'est Schaller. Tal Schaller, oui, qui est médecin. Suisse, comme. Ah oui, puis c'est. Là aussi, on parle du truc germanique. Il y a un truc calme. C'est ça, c'est calme, mon Dieu. Mon Dieu, mon père s'apercevait qu'il était à Vienne au son de la voix. Oui. Parce qu'il dit, tu es calme, donc tu es arrivé. Je lui dis, oui, je suis arrivé. Oh, parce qu'avec eux, on peut parler, il y a des arguments. Ce n'est pas simplement des hurlements. Il y a, et quand même, quand ils racontent que le masque ne sert à rien, enfin, même si on admet l'histoire du virus, tout ça, bon, enfin, mais c'est ridicule, c'est disproportionné. Et on laisse à des gens ignorants le soin de faire la police de ça. Mais oui. C'est des gens ignorants. Et les médecins n'osent rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ordre, ils ont peur de l'ordre, c'est tout. Bien sûr. Oui. Les médecins ont peur de l'ordre des médecins. Voilà, c'est ça.
Ils ont peur de l'ordre des médecins. Les médecins ont peur de l'ordre des médecins. Contrôlé par qui on sait. Voilà, c'est ça. Contrôlé par qui on sait, ben évidemment, évidemment. Ah oui, l'auteur du Cantique des Cantiques, comme on dit, ouais, c'est ça. Oui. Ah, non. Ah oui, Zollmond. Oh. Oui, enfin bon, je dis pas parce que ça, c'est des choses, alors ça, typiquement saxonne, allemande, oui. C'est l'homme de la l'homme de la Säule en allemand, c'est SAU, très mal, c'était la colonne, l'homme de la colonne, les colonnes qui sont dans le ciel, oui. Bon, ben, ça, c'est pas le cas, hein. Mais il y a Salomon, tout ça, tous ces gars-là, mais non, mais ils ont été tellement désavoués, mais non, ils s'accrochent, oui. Il y a un texte de Hegel en Allemagne, Hegel, oui, sur ces gens-là, un texte de jeunesse, oui, et qui est bien écrit. Vous le direz un autre jour, oui, enfin je ne le dis pas ouvertement, mais c'est un beau texte de ces écrits théologiques de jeunesse, oui. Et oui, oui, il y a beaucoup de psychologie. Tout ceci, vous voyez, quand j'en parle à ceux qui font de la philo au lycée, pas au lycée, à la fac, ils ne connaissent pas du tout, ça a été enlevé. Vous savez, pour l'enseignement qu'on a, je me rappelle avec une amie, une étudiante à moi, une étudiante en privé, qui est japonaise. Nous sommes allés, peut-être je vous le dis, ça, et si je me répète, c'est l'âge qui le veut. Nous allons à Toulouse, là, au Mirail, et je vois des gens qu'elle connaissait comme des professeurs, assistants, vous voyez, maître assistant, pas professeur titulaire, maître assistant. Quarantaine d'années, bon, vous savez, la casquette sur l'épaule, la casquette vissée sur la tête, tout ça, j'ai l'habitude. Hein. Alors, bon, ils me disent, nous avons décidé, cette année, en comité, nous, de supprimer, d'ôter la logique, la discipline, la discipline de la logique, de la licence d'enseignement. Enfin, de la licence de philo, plutôt. Et de la licence d'enseignement, bien sûr. Donc, d'un commun accord, un comité de quelques personnes a décidé à Toulouse, profitant de l'autonomie de l'université, c'est un abus de pouvoir, évidemment, c'est-à-dire que les gens ne sauront pas ce que c'est qu'une déduction, une induction, etc. Ils n'en auront jamais entendu parler. Et on va les lâcher dans le public, on va les lâcher dehors. Évidemment, j'ai trouvé ça, je lui ai dit, mais je vous avais raconté tout ça, oui, je vous avais raconté cette histoire-là, comment ils ont enlevé toutes les thèses allemandes du 19e siècle, toutes, vous savez, ce sont des thèses de 60 pages, géologie, archéologie, philosophie, comment on appelle, philologie, enfin tout, histoire, etc., histoire ancienne. Ils les ont enlevés, ils les ont ôtés de là, parce que soi-disant, personne ne les lisait. Moi, je les lisais, puisque je les ai photocopiés. Ils les enlèvent, encore moins de personnes ne veulent les lire. Alors, ils les ont jetés. Je n'ose pas dire comment, parce que pour ne pas avoir des poursuites, ils les ont jetés. Et une japonaise même a dit, une autre japonaise a dit, on pourrait peut-être les distribuer. Hein? Non, il faut que ça se fasse discrètement. Elle avait retenu, elle a dit discrètement. Comment elle dit? Discrètement, oui, discrètement. Attendez, je vais vous laisser, mon Dieu, j'ai le... D'accord. Oui, je vais vous laisser. D'accord. Je vais vous laisser parce que l'on m'appelle là, maintenant, je suis tenu de répondre. Et donc, j'espère que ce qu'on a fait donc intéressera évidemment nos... Sans aucun doute. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est vrai qu'on pourrait développer pendant des heures ce sujet. Ah oui. Donc, si vous pensez qu'il y a des longueurs, vous pouvez couper. Hein, parfois, ce que je peux faire aussi, c'est de faire 2 vidéos. Parce que bon, j'ai beaucoup d'amis qui regardent aussi. Ils me disent, bon, c'est un peu long. Alors, j'ai essayé de faire différemment. Ne peuvent pas souvent rester trop si longtemps. Voilà. Oui, vous coupez. Oui, de couper ou de les faire en 2 fois. Avec Michael, on va réfléchir à un prochain sujet et puis on reviendra vers vous pour faire un prochain entretien. Merci beaucoup. Merci, Michael. Oui. Merci, Michael. Merci, Michael. Oui. Et bon travail demain aussi. Bon travail pour demain. Oui. Merci, voilà. Merci. Merci, je vous en prie. Au revoir. Au revoir, Michael.